Salut. Gilles Legendre, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir dans le débat de Ça vous regarde. Député de La République En Marche de Paris, vice-président du groupe et porte-parole de La République En Marche. On vous écoutera dans quelques instants après ces 1 an de pouvoir d'Emmanuel Macron et puis 1 an d'exercice de pouvoir des députés ici à l'Assemblée nationale. Ugo Bernalicis, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Vous étiez sous le soleil, place de l'Opéra pour cette grande fête. 40 000, 100 000, 160 000. On ne sait pas exactement combien de Français ont répondu à l'appel organisé par un de vos collègues, François Ruffin. Merci d'être avec nous. Bruno Cotresse, bonsoir. Bonsoir. Politologue, chercheur au CNRS Cevipof, enseignant à Sciences Po. On parlera de sondages parce qu'il y a eu quelques sondages qui sont sortis des Français qui s'expriment sur le président de la République. Jannick Halimi, bonsoir. Bonsoir. Rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Et je ne cite pas votre joli livre sur Baudelaire. Un jour comme les autres, c'est en 1 pour le président de la République, mais ce n'est pas un jour comme les autres pour les observateurs, évidemment. Retour sur ces 1 an de pouvoir d'Emmanuel Macron réalisé par Elsa Mondin-Gavin. Après l'hyper-président Nicolas Sarkozy, le président normal François Hollande, place au président jupitérien. Dès le soir de son accession au pouvoir, Emmanuel Macron annonce la couleur, une marche en solitaire pendant de longues minutes. Un décor grandiose, la pyramide du Louvre. Il assume une solennité dans l'exercice du pouvoir. La fonction de président de la République, elle a une part symbolique qui est très forte et qui dépasse celui ou celle qui l'occupe à un moment donné et qui suppose un cérémonial, une distance, une verticalité. Et il faut l'assumer. Macron veut être l'anti-Hollande, c'est-à-dire que je ne serai ni normal, ni vraiment sympathique au sens bonhomme. Je ne serai pas non plus quelqu'un que vous ne verrez pas, je serai tout le temps présent et je serai autoritaire. Autre point de rupture avec son prédécesseur, les relations avec la presse. Quand l'un nourrissait de confidences les journalistes, l'autre n'hésite pas à les tenir à distance. C'est en effet à se poser la question jusqu'au bout de savoir si ça ne devrait pas être totalement fermé aux médias. Et je tiens vraiment à vous remercier pour la grande qualité dont vous venez de faire preuve. En gros, Macron, toute sa présidence consiste à détruire les intermédiaires, les syndicats comme les médias. Il veut parler directement au peuple. C'est très populiste en un sens ou c'est très moderne comme on veut. S'adresser directement au peuple en allant au contact selon l'expression consacrée. Des échanges parfois musclés avec ceux qui ne partagent pas ses opinions. Je respecte les gens et j'ai toujours respecté les cheminots. J'ai jamais insulté les cheminots. Cette réforme, on en a besoin parce que c'est mal perçu, monsieur. J'y crois pour la SNCF. Peut-être, mais vous pensez que respecter, c'est forcément vous suivre et être d'accord. Non, pas forcément. C'est pas mon boulot, c'est pas mon job. C'est un peu le talon d'Achille d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'est pas du tout dans la chaleur. Effectivement, il va à l'affrontement et sans arrêt à l'affrontement. C'est un peu fatigant pour l'opinion aussi d'avoir quelqu'un qui a l'air toujours d'ouvrir des nouveaux foyers de contestation, de problèmes finalement. Un exercice du pouvoir très contrôlé, maîtrisé, mais qui peut s'adapter au gré des circonstances. Un sondage le donne en difficulté et Emmanuel Macron se montre plus bavard avec les journalistes. Rien de mieux que les médias parfois pour faire passer son message. Oui, il a évolué, Gilles Legendre, sur son rapport aux médias, parce que récemment, là, sur son retour en altitude de la Calédonie, il a parlé aux journalistes en off, ce qu'il faisait peu ou pas. Vous le regardez comment, votre président, vous qui avez eu 1 an d'exercice ici à l'Assemblée nationale, c'était un calendrier chargé, beaucoup de réformes, beaucoup de textes. Vous le regardez comment ? Il va trop vite ? Presque. Certainement pas. On est exactement dans le plan de route qu'il avait fixé, qu'il avait proposé aux Français et pour lequel il a été élu. Ça, je crois que c'est le point caractéristique. Si on accepte qu'en effet, 1 an n'est pas une période forcément très pertinente pour faire un bilan, mais puisqu'on doit se prêter à l'exercice, on s'y prête. Le point frappant, c'est que nous avons tenu notre feuille de route. Sur toutes les réformes que nous avions annoncées sur la première année, elles sont faites. La SNCF, je crois que c'était pas contenu dans la feuille de route. Immigration et asile non plus. Exit tax non plus. On peut continuer ? Allez-y. Sur la SNCF, il y avait annoncé très clairement dans le programme une réforme des mobilités, une réforme des transports. Oui. Vous m'expliquerez comment on réforme les transports sans réformer la SNCF. Donc, c'était absolument Donc, inclus. ça ne va pas trop vite. Il ne va pas trop vite. Non, mais attendez. C'est que ça secoue quand même. Attendez, le but n'est pas d'aller vite pour aller vite. Pourquoi va-t-on vite ? D'abord parce qu'on a pris énormément de retard dans énormément de domaines depuis énormément de temps.
Ensuite, nous savons que les réformes que nous faisons, ce ne sont pas des réformettes. Ça n'est pas des réformes qui consistent à distribuer de l'argent à tout va pour avoir des effets d'aubaine ou pour avoir des effets cosmétiques. Ce sont des réformes en profondeur. Et nous savons parfaitement que les réformes en profondeur, elles ont deux caractéristiques. Dans un premier temps, elles bouleversent, elles choquent, elles peuvent même être impopulaires. Et ça, nous sommes prêts à l'assumer. Le Premier ministre le répète souvent et il a raison de le faire. Et aujourd'hui encore. Et la deuxième caractéristique de ces réformes, c'est que structurelles, c'est qu'elles mettent du temps à faire sentir leurs effets. Leurs effets sont profonds, sont durables, mais ne viennent pas du jour au lendemain. Donc si nous voulons que les Français profitent vite des effets de ces réformes, même quand ils les trouvent difficiles ou injustes ou compliquées, eh bien si on veut qu'ils aient des effets, il faut les mener très vite. C'est la raison pour laquelle je pense que nous n'allons pas trop vite, loin s'en faut. Et d'ailleurs, pour vous dire, c'est pas un scoop, on va continuer. C'est ce qu'a dit le président. D'ailleurs, c'est une journée comme les autres. Il n'y a pas de changement à l'agenda, au calendrier. Vous le regardez comment ? On va voir un reportage tout à l'heure sur la place de l'Opéra avec les militants des associations, le NPA, la France Insoumise qui ont manifesté. Mais on parle de verticalité, on parle de jupitérien. Ce sont les mots qui vous vont, ça, quand on veut définir le président de la République ? Oui, tout à fait. Ce sont les mots qui me vont. Et c'est clair que là, on le voit, il y a un problème dans la discussion. C'est que déjà, on dit vous ne trouvez pas qu'il y a trop d'activité à l'Assemblée parce que le président en impose trop. Enfin, en théorie, c'est le gouvernement qui fait les projets de loi. C'est pas le président. C'est pas le gouvernement qui a été élu ? Ah ben attendez, c'est le gouvernement qui gouverne. Le président ne fait que présider encore pour l'instant. Mais c'est clair que c'est il préside beaucoup d'ailleurs. C'est un secret de polichinelle en réalité que tous les projets de loi sont ficelés autour du président de la République et même les ministres sont des chambres d'enregistrement au même titre que l'Assemblée nationale. Le président ou les ministres ? Et c'est ça le problème de cette. Vous dites quoi ? Il a réduit le gouvernement à sa portion congrue, qui sont devenus des directeurs de cabinet. Depuis 1962, on n'est plus dans la suffrage universel. Vous savez très bien que le président de la République, c'est lui qui gouverne. Oui. Ça vous gêne, ça, cette omniprésence du chef de l'État ? Et ça vous a peut-être pas échappé que pendant la campagne présidentielle, on a beaucoup martelé l'idée d'une 6e République, d'une Assemblée constituante et de renforcer le pouvoir législatif et d'avoir un gouvernement qui soit véritablement responsable devant l'Assemblée nationale. Bon, ça me semble être des choses qui sont déterminantes. Et là, on voit effectivement que Emmanuel Macron endosse parfaitement la 5e République poussée jusqu'à son extrême. Effectivement, c'est une sorte de fusion entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ah, vous mixez les deux là ? Ouais, d'accord. Moi je pense que c'est C'est de la manipulation génétique, ça. Hein. Je sais pas. Nicolas Sarkozy, oui, mais François Hollande, vous y trouvez quoi de commun avec lui ? Parce qu'en ce moment, c'est pas l'amour. Il vient de gauche. Emmanuel Macron vient de gauche, quand même. Non, rien du tout. Il vient de chez Rothschild. Mais là là. Mais oui. Vous croyez qu'un an après, ça marche encore, ça ? Ouais. Vous pensez que les Français j'ai vu dans les sondages, président des riches, ça cartonne au top. On est à 70-75%. Donc moi, je pense que c'est bien, c'est dans la tête des gens. Mais vous disiez qu'il y avait des réformes qui étaient en profondeur. La suppression de l'ISF, voilà une réforme en profondeur. Ah ben ça, c'est sûr que les gens ont bien vu passer la profondeur des milliards qui nous manquent. On sait pourquoi on le fait. Ah oui, et vous savez, il manque aussi quelques milliards sur les EHPAD. Pourquoi vous le faites pas ? Pourquoi vous faites pas un choc en profondeur là tout de suite ? Nous allons le faire sur les EHPAD et sur l'hôpital. C'est la langue des puissants en permanence que de dire oui, il faut qu'on fasse des réformes là qui vont vite en faveur des puissants justement, mais vous verrez les effets, ce sera pour plus tard. Les effets, ils sont jamais pour plus tard. Sarkozy disait la même chose, Hollande disait la même chose sur sa politique de l'offre. Qu'on a fait ces réformes fiscales. On le fait pour un objectif unique vers le quoi tout converge dans notre politique. Le ruissellement. Non, pas du tout. Ne répondez pas à ma place. La réduction du chômage. Relancer l'économie en vue de réduire le chômage. Le poison français, c'est la réduction du chômage. C'est quand même mal barré, quoi. Et pour la première fois, on n'attaque pas le chômage par une seule face. Le nombre de chômeurs ou le chômage ? On l'attaque par toutes les faces à la fois pour optimiser, maximiser les chances d'y arriver. Le jour où nous aurons réussi à réduire le chômage, nous aurons donné du travail aux chômeurs, nous aurons sécurisé les salariés, parce qu'il n'y a pas que les chômeurs qui pâtissent du chômage, il y a aussi les salariés qui sont dans l'angoisse de perdre leur travail, et nous nous serons redonné les marges de manœuvre qui permettent de faire de la vraie protection sociale. Vous avez renforcé l'incertitude avec les ordonnances travail. Pas du tout. Si, la capacité à licencier est augmentée. Le dialogue social. Le dialogue social, on va en parler, parce que là, il y a un vrai débat. Aujourd'hui, les syndicats ont été reçus par le Premier ministre sur la SNCF, on va en parler. Yannick Halimi et Bruno Cotresse, pour prendre
tout petit peu pour dézoomer un peu, puis on va rentrer dans les textes, dans les réformes, puisqu'on est rentré dans le vif du sujet. Vous le regardez comment, le président de la République, puisque tout à l'heure dans le sujet, il y avait toujours cette tentation de le comparer à un autre président, d'essayer d'y trouver des points communs. Alors tout à l'heure, il y a eu ce clonage François Hollande, Nicolas Sarkozy. Il s'approche de quel... je fasse une sorte de Giscard d'Estaing, c'est moi je dirais De Gaulle, qu'alors il faut vraiment moi je dirais alors que c'est un mélange de Gaulle et de Valéry Giscard d'Estaing. De Gaulle dans son positionnement effectivement assumé de verticalité, puisqu'il faut employer ce mot-là, mais enfin en tout cas de président qui tire toute sa légitimité d'un suffrage universel qu'il assume totalement, donc de cette volonté de prendre des décisions et de réformer la France par tous les bouts. C'était la France d'après les guerres coloniales, des 30 glorieuses. Alors De Gaulle avait quand même pour lui effectivement la croissance, ce que n'a pas encore véritablement... qui revient doucement doucement, mais enfin bon, c'est pas un acquis fondamental. Et Valéry Giscard d'Estaing, bah, quand même, dans son... Jeune et réformateur. Dans sa position centriste, peut-être effectivement libéral en termes économiques, certainement libéral, on l'a peut-être pas encore vu, mais on l'a entendu. De droite. Peut le dire. Mais on l'a entendu libéral en termes de sociétal. Et l'autre point commun pour le coup avec Giscard d'Estaing qui commençait à entrer dans la crise, on va voir si Emmanuel Macron va nous en faire sortir véritablement. Alors qu'on nous annonce des tremblements économiques, hein. Il y a le chômage, l'essence, les taux d'intérêt, parce qu'il y a quand même un contexte mondial européen. Et les déficits. Une raison de plus pour réformer vite. Bruno Cotresse. Moi, je le situe très clairement du côté Giscard. Oui, c'est ça, ouais. Très clairement. La comparaison avec De Gaulle me semble anachronique et ne pas aller au fond. Le général De Gaulle. On parle d'autorité là tout à l'heure. Il est porteur de deux légitimités exceptionnelles auxquelles personne ne peut se comparer. C'est un héros de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un héros de la décolonisation, deux des plus grands événements du XXe siècle. Il a beaucoup nationalisé aussi. On retrouve chez Emmanuel Macron la volonté d'être bien sûr dans le vertical, mais après tout, est-ce que François Mitterrand lui-même avait échappé au modèle gaulliste? Il me semble même que François Mitterrand était peut-être potentiellement plus gaullien qu'Emmanuel Macron. Pour moi, c'est vraiment clairement Giscard, c'est-à-dire c'est un Européen convaincu, c'est un modernisateur, c'est un libéral, et même si on prend un certain nombre d'écrits de Valéry Giscard d'Estaing, on trouve des parallèles qui sont tout à fait étonnants, et je trouve qu'il n'est pas du tout étonnant qu'une partie de la droite, sa partie la plus centriste, potentiellement giscardienne, et d'une certaine manière très vite choisi le camp d'Emmanuel Macron, très vite. Je voudrais vous montrer cette une de Forbes. Regardez-la parce que vous l'avez forcément vu. Et vous allez réagir, mais c'est lié. C'est intéressant dans ce que disait Bruno Cotresse sur lequel j'aimerais rebondir. Regardez juste, c'est une et qui permet de lier justement ce rapport au libéral, le leader du marché libre, et en bas, en plus petit, l'homme le plus puissant de la Terre, dit Forbes, avec Emmanuel Macron souriant, détendu. Elle vous surprend parce qu'elle est sortie au 1er mai, c'est-à-dire qu'on lui avait reproché de ne pas être là, dans un conflit social un peu dur. Il y a deux parallèles. Des droits des travailleurs, quand même. Il y a deux parallèles qu'on peut faire avec Giscard. C'est en effet l'engagement européen fondamental, qui est la pierre angulaire même de la politique de Macron. Même la réforme interne est là aussi pour essayer de soutenir un élan ou une relance européenne. La deuxième chose, c'est une très bonne connaissance de l'économie. Disons qu'à ce moment-là, c'est pas De Gaulle lui-même, mais c'est Rueff. Bon, il y a une proximité avec De Gaulle, et je suis absolument d'accord pour ne pas aller plus loin dans le parallèle, compte tenu de la différence historique gigantesque. Il y a un élément, j'y vais, il y a un élément, c'est le rapport au risque. C'est-à-dire que pour De Gaulle, comme pour Macron, vous avez une capacité à prendre des risques politiques qui sont énormes. Alors, pas comparable pour les raisons que vous avez dites et auxquelles je souscris. Mais vous avez, et là, ça le distingue de Giscard, qui précisément a gâché son septennat, précisément parce qu'il était totalement averse au risque. Et le nouveau monde, il a quand même... Il y a ma une de Forbes, je ne voudrais pas qu'on l'oublie. Non, mais il est très bien. Mais moi, je pensais plutôt à Margaret Thatcher. Mais après, bon... Moins la violence, c'est ce que dit le monde aujourd'hui. Non, pas Margaret Thatcher. Tout ce que nous faisons, c'est pour nous donner les moyens d'avoir une vraie politique sociale. Pas celle qui consiste à distribuer à tout va et à créer de la dette, mais aller et à retourner aux vrais droits sociaux et pas aux droits formels. L'échec de la social-démocratie et de certaines politiques de gauche, mais aussi de politiques de droite, depuis 20 ans, c'est le fait que nous avons dépensé de plus en plus pour des services publics de moins en moins performants. Je ne dis pas du tout performants, mais de moins en moins performants. Les Français n'y trouvent plus leur compte. Et on s'en est satisfait, tous, droite, gauche
et la société y tout. Et nous nous réveillons en 2017 avec le constat que ça n'a plus. Yannick Halimi, vous voulez réagir à la une de Forbes, parce que le leader du free market, du marché libre, est l'homme le plus puissant du monde le 1er mai, pendant une manifestation assez peu suivie d'ailleurs syndicale. Ça vous choque, ça vous surprend? Alors deux choses. Moi, je n'avais pas vu le sous-titre l'homme le plus puissant du monde. Non, il faut quand même pas exagérer. Il reste quand même le président de la France, et la France reste une puissance moyenne. On peut penser ce que l'on veut, par exemple, de Donald Trump. Quels critères? On est au Conseil de sécurité. Oui, d'accord. Mais on n'a pas d'armée pour pouvoir intervenir, par exemple, en Irak ou en Syrie. Donc, pardon. Par rapport aux États-Unis. Et je ne parle pas de Donald Trump en tant que tel, mais pour lequel je n'ai aucune. Est-ce qu'il y a un peu de provocation chez lui, Yannick Halimi? Et l'autre élément, provoque jusqu'au bout. Oui, l'autre élément. Alors, on parlait tout à l'heure dans votre documentaire sur la personnalité, le président qui s'affirme, qui assume, qui fonce et qui accepte d'être autoritaire aussi. Autoritaire, voilà, mais avec de l'autorité. Avec de l'autorité. Moi, c'est pas l'autoritarisme. Moi, si on revient sur les corps intermédiaires, je suis beaucoup moins. Je vais revenir. Je suis beaucoup moins catégorique que certains, et c'est pour ça que je suis en désaccord avec vous, avec Margaret Thatcher, qui, au-delà de l'aspect social, a effectivement éradiqué les syndicats anglais. Moi, je pense que c'est peut-être plus subtil, même si on pareil, peut. Mais plus subtil. Non, c'est pas. Je ne pense pas que fondamentalement, maintenant, l'avenir me fera peut-être mentir. Je pense qu'il veut redoper et redonner une véritable légitimité à des appareils syndicaux qui, comme les appareils partisans, se sont quand même beaucoup décrédibilisés sur ces décennies. Mais je termine. On parlait de Macron qui fonce, mais dans le bon sens du terme. Mais là où je trouve qu'il y a peut-être des pas de côté qui ne devraient pas faire aujourd'hui, quand même, au bout d'un an de présidence, c'est cela, voyez-vous. Qu'avait-il besoin? Petite provocation. Qu'avait-il besoin d'annoncer cette mesure qui est d'abord technique, l'exit tax, très technique, donc pour éviter l'évasion fiscale, la taxe, qui de fait pour que les sièges, les sièges fiscaux des chefs d'entreprise ne partent pas en Belgique. Pourquoi l'annonce-t-il le 1er mai, et en plus dans une revue effectivement qui défend le libéralisme et les marchés, et dans une revue américaine qui n'est pas française? Avait-il besoin de faire ça? Franchement, c'est piquer l'opinion publique sur des épidermes qui sont malgré tout un peu sensibles. On va certainement pour faire plaisir aux copains. Moi, je comprends pas ça faire plaisir. Je pense que quelquefois, Emmanuel Macron, il faut le dire, Monsieur Legendre, vous le connaissez mieux que moi, on revoit un peu, vous savez, le meeting pendant la campagne où il est parti un petit peu dans les tours. Peut-être qu'il se laisse entraîner par trop d'assurance en lui, et c'est peut-être une des c'est quoi, c'est une erreur de jeunesse, excusez-moi, parce qu'il c'est un président jeune. Je sais pas si c'est une erreur de jeunesse ou une erreur de personnalité. Je vous laisserai pas dire ça. Vous avez 28 ans. Je partage votre point de vue. Je dois dire que quand j'ai lu l'interview, j'étais un peu consterné en me demandant qu'est-ce qui m'étonnait le plus des questions et des réponses de l'interview. Et surtout, j'ai trouvé que je ne comprenais pas que les conseillers en communication d'Emmanuel Macron n'aient pas la capacité dans le contexte, de stopper quelque chose comme ça, qui est effectivement sur à la fois un point de détail, parce que si on prend au sérieux l'argument du pouvoir, donc si c'est un point de détail, quelque chose qui rapporte peu et qui est... C'était 800 millions d'euros. Mais ça rapporte peu précisément parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne pensaient même pas s'installer en France en sachant qu'elles ne pourraient pas en repartir. La politique, c'est avant tout des symboles. La politique, c'est avant tout... Juste pour ceux qui nous regardent et qui découvrent le sujet, parce que c'est vrai que c'est sorti de cette interview, c'est l'exit tax. Elle a été créée en 99 et remis au goût du jour en 2011 par Nicolas Sarkozy. L'idée, c'est qu'un chef d'entreprise, pour éviter qui n'aille pas en Belgique pour déposer sa fiscalité pour qu'il bénéficie. Et du coup, c'était une forte dissuasion pour installer les entreprises en France. Et c'est la raison pour laquelle elle ne rapportait pas grand-chose, précisément parce que les gens évitaient d'avoir à la payer, tout simplement en ne pas s'installer. 800 millions, c'est pas grand-chose. Non, mais Gilles Legendre, pourquoi ne pas l'avoir annoncé pendant le projet de loi de finances ou plus tôt? Oui, ça vous pourquoi le faire maintenant, le 1er mai Je ne vais pas raconter. Je vais pas raconter d'histoire. Je l'ai découvert en même temps. Donc, je ne mens pas. C'est pas pour ça que c'est pas justifié. Vous savez, on ne comprend pas Emmanuel Macron si on ne comprend pas un fait majeur. Il est obsédé par l'idée d'éviter tout ce qui pourra tomber dans l'enlisement.
À partir du moment où il pense qu'une mesure est bonne, ou qu'elle est nécessaire, ou qu'elle s'inscrit dans une logique ou une stratégie économique qui, en l'espèce, vise à faire revenir les investisseurs en France pour créer des richesses et de l'emploi, ou venir tout simplement, ou rester... Si, bien sûr que si, ils sont partis. Vous le savez parfaitement qu'ils sont partis. Mais non. À partir de ce moment-là, il le décide. Le timing, on peut mégoter, on peut chipoter, la com, le machin, tout ça peut s'entendre. Le fond, au fond du fond, c'est l'intérêt de cette mesure. Elle participe d'un vaste ensemble qui consiste à réinstaller la production de richesse en France sur une proportion, sur une échelle qu'on avait un tout petit peu perdue et qui explique en grande partie le chômage structurel de masse depuis 20 ans dans notre pays. Quand on ne fait pas toute l'émission sur l'exit tax, on en fera peut-être d'ailleurs un soir pour s'y consacrer, mais quand on lit bien la mesure technique, beaucoup d'entreprises ne payaient pas de plus-value en fait par le fait qu'ils avaient laissé leurs fonds pendant 15 ans, puisqu'il y a un délai de 15 ans où ils ne payent pas, et c'est à l'issue de ces 15 ans qu'ils payaient la taxe. Bref, fermons la parenthèse, regardez ce sondage intéressant. Alors il y en a deux, il y en a plusieurs, il y en a un de l'IFOP et un d'Harris Interactive pour LCP. Regardons celui d'Harris Interactive. Êtes-vous satisfait de la première année de quinquennat d'Emmanuel Macron? 34% de ceux qui ont été interrogés répondent oui, et 60% répondent non. Au mois de juillet, donc c'est-à-dire un an après l'arrivée de François Hollande au pouvoir, il était à 23%. Donc c'est un chiffre que vous trouvez encourageant. Et au même moment, ça ne vous a pas échappé, l'IFOP lui fait sur la même question 45% et 55%, 45% de Français qui s'estiment satisfaits du président. À l'issue de sa première année de mandat, 23% des Français se disaient satisfaits de l'action de François Hollande. C'est un bon chiffre pour vous après un an? Moi, vous me disiez tout à l'heure, honnêtement, je regarde comme vous tous les sondages. Je ne sais pas déceler une tendance sur les degrés d'approbation ou de désapprobation. Je vois qu'il y a un doute. Sur certains sujets, une vraie opposition. Je ne le compte. Ah ben dans la rue, mais bien sûr, mais dans la rue, c'est le royaume d'où tout viendra, d'où le salut finira par arriver. On le sait bien. Mais honnêtement, il y a un point qui est fondamental et qui est constant selon tous les instituts et qui différencie le président par rapport à tous ses prédécesseurs récents, c'est la manière dont il exerce la fonction, dont il exerce l'autorité. Vous dites verticalité, c'est vrai que c'est un mot nouveau qui est apparu dans le vocabulaire. Cet exercice de l'autorité présidentielle est totalement nouveau et rassure les Français. Parce qu'il n'y a pas de malentendu, parce qu'on parle d'autorité. Non, mais moi je distingue l'autorité et l'autoritarisme. C'est de parler, c'est de dire. C'est d'être capable de décider, c'est d'être capable d'assumer l'impopularité, de tenir bon, même quand ça tend. Le monarque présidentiel. Non. C'est le monarque présidentiel. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Alors, on aurait le choix entre le monarque et le guignol. C'est ça l'alternative. Le guignol, Non. Mais le pantin, la marionnette. Mais non, c'est pas des noms. Je dis que un président a été élu sur un. Ça s'appelle une nouvelle république qui remettre la démocratie au cœur du système. Il a été élu de façon parfaitement démocratique, sa majorité aussi, sur un programme dont nous nous écartons jamais. Et que nous déroulons au rythme où nous avions dit que nous le déroulerions. Donc ça, je pense que le contrat démocratique est tenu. On va rentrer dans les réformes. Un petit mot chacun, parce que c'est... Oui, sur cet aspect, il faut bien voir aussi que les Français sont un peu ambigus sur cette question de la verticalité. Dans une enquête, c'est un nouveau mot, la verticalité, quand même, ça, qui arrive. Non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Mais dans une enquête que nous réalisons une fois par an au Cevipof, qui s'appelle le baromètre de la confiance politique, qu'on publie en janvier toutes les années. Il y a 2 ans, nous avons conduit une expérience de sondage qui consistait à demander aux mêmes personnes les qualités qu'elles souhaitaient voir chez les hommes politiques. Les mêmes personnes interviewées à quelques minutes d'écart nous disaient à la fois souhaiter que les hommes politiques décident, tranchent dans le vif, et en même temps qu'ils sachent prendre le temps de prendre en compte la diversité. Tout le paradoxe. Les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Et quand c'est à la fois de l'autorité et de la souplesse. Quand on regarde aujourd'hui l'évolution, les sondages d'opinion sur ce qu'ils disent d'Emmanuel Macron, on voit que clairement il est rétribué par une partie de l'électorat sur la capacité à décider, à afficher ses choix, etc. Mais dans le même temps, il est pénalisé. Il est pénalisé sur le sentiment qu'il donne d'autorité trop tranchante, sans dialogue, sans loin du peuple. Ce sont des mots que les gens utilisent. On peut dire que ce sont des stéréotypes. Ce sont les mots que les gens utilisent. Moi, je prête un œil très, très, très attentif aux questions ouvertes qui sont posées dans les sondages, où on demande aux gens d'exprimer librement ce qu'ils pensent. Et dans les jugements négatifs, on voit qu'il y a 2 dimensions.
sur l'action, le président des riches, mais beaucoup sur le style, sur la personne. Il est arrogant, il est hautain, il veut faire le beau, etc. Ce sont des mots que les gens utilisent dans ces questions ouvertes à propos d'Emmanuel Macron. Et on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de difficultés. Ça sera un autre président qu'Emmanuel Macron. Ça serait la même chose, à incarner ces deux faces simultanément. C'est en même temps le même dont les Français disent il va au contact, il accepte de rentrer dans la mêlée, ce qui est le Bien contraire d'être hautain. Voilà, j'ai dit qu'on était tout le paradoxe. On est dans une grande ambiguïté. Mais l'ambiguïté tient aussi au fait qu'on est au tout début. Alors, justement, Jeannie Calimi, un mot et on va voir les réformes. En un mot, très rapidement. Oui, en quelques mots, même si vous voulez. Oui, voilà. Non, moi, ce que je trouve très intéressant, n'oubliez pas qu'il y a un peu plus d'un an maintenant, un an et quelques jours, ce plateau n'aurait pas pu avoir lieu. Ce que je trouve extrêmement important et intéressant, c'est qu'il y a deux représentants d'une nouvelle. On peut estimer que c'est une nouvelle ère. Une nouvelle ère, ouais. Un vieux et un jeune. Ce sont non, vous êtes tous les très jeunes dans leur tête. Ce sont les représentants de deux partis qui n'existaient pas il y a un an et demi. La France insoumise peut-être un peu plus que la République en marche, mais je dirais qu'ils qui ne sont pas encore structurés, pardonnez-moi. On est en construction. Vous êtes en construction, donc c'est une nouvelle France, une nouvelle ère, on l'a dit, des temps nouveaux qui s'ouvrent. Et c'est ça que je trouve quand même très intéressant dans le débat qui oppose décidément les deux députés. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on voit un député d'un candidat qui a réussi et qui dit ça ne fait qu'un an que nous sommes là. Et nous avons cette légitimité du suffrage universel. Et deux, laissez-nous le temps de mettre en place, nos réformes, et deux, qu'elles portent leurs fruits. Mais deuxièmement, on a, avec M. Bernilius, l'autre côté de l'échiquier, si je puis dire, qui lui dit, mais ça fait déjà un an que M. Emmanuel Macron est là, et ça s'est plutôt symbolisé par une politique libérale, par une politique de droite, par une politique anti-parlementaire, etc. Mais il n'empêche, M. Legendre, que vous devez entendre tout de même cette autre partie de la France qui est là et qui va peut-être s'enraciner et prospérer qui cherche à faire converger dans les les luttes, années à venir. Je veux dire par là coaguler les luttes. Quand vous dites que vous acceptez que les réformes soient impopulaires, eh ben, il y a le côté que vous le vouliez non, que ce soit 60%, 45%, 55%, le côté impopularité et mécontentement. Alors, les réformes auquel vous ne pouvez pas rester encore longtemps sourd. Regardez ce sujet, vous allez le voir, et on va parler des réformes avec les textes qui ont été... Bien sûr, vous pourrez lui répondre juste après. Regardez ce sujet, c'est les réformes qui ont été votées, elles sont nombreuses, et puis celles qui arrivent, parce qu'on parlera bien sûr des retraites, autre réforme importante qui ne satisfait pas les syndicats. Regardez ce sujet réalisé par Elsa Mondin-Gava. Mars 2016, le candidat Emmanuel Macron dévoile son programme. 7 mai 2017, il est élu président de la République. Mai 2018, où en est-il de ses promesses de campagne ? C'est une des mesures les plus symboliques, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, transformé en impôt sur la fortune immobilière. La mesure est votée dès le premier budget du quinquennat, contrat rempli. L'engagement de hausse de la CSG est aussi tenu. La contrepartie pour les salariés, une diminution des cotisations chômage et maladie, mais il y a eu un bémol. La baisse s'est en réalité exercée en 2 temps. La CSG, elle, a augmenté d'un coup. Cette hausse de la CSG a entraîné la colère de certains retraités. Pour les apaiser, Emmanuel Macron met en avant une autre promesse de campagne, la fin de la taxe d'habitation. Elle sera supprimée sur 3 ans à partir de 2018. Au départ, l'exonération concernera 80% des Français, puis 100% pour des raisons de constitutionnalité. Emmanuel Macron s'était également engagé à ouvrir l'assurance chômage aux démissionnaires, mais la réalité sera en deçà de l'annonce. Ce sera une fois tous les 5 ans comme prévu, mais il faudra avoir de l'ancienneté dans son entreprise et un projet de reconversion réel et sérieux. Il avait aussi promis de fusionner les régimes de retraite. La réforme est toujours en cours de préparation. Elle devrait arriver au Parlement en 2019. Sur la désocialisation des heures supplémentaires, le Premier ministre a réaffirmé son intention de mettre en place cette disposition. Mais pour l'heure, aucune date n'est annoncée. Il reste 4 années à Emmanuel Macron pour se mettre en conformité avec son programme. Vous en pensez quoi de ces réformes ? Elles sont à la hauteur, puisqu'on va entendre Gilles Legendre, de ce qui avait été annoncé aux Français qui ont voté pour lui. Vous avez le sentiment ce soir que, après un an, il reste encore évidemment 4 années, que le compte n'y est pas ?
Moi, je voudrais rappeler juste un fait, parce que, comme si on avait oublié que l'élection présidentielle, quand même, d'une part, il y a 2 tours, et qu'au premier tour, quand on regarde les sondages sortis des urnes, la majorité des gens qui ont voté Emmanuel Macron n'ont pas voté pour ses idées, mais pour ce qu'il pouvait représenter, incarner, etc., en règle générale. Le plus fort taux d'adhésion au programme, quand on pose la question sur le programme, il était chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui avaient bien conscience de ce qui allait être mis en œuvre. Donc, peut-être que le deuxième tour aussi s'est passé face au Front National. C'est une drôle de manière d'interpréter le vote démocratique quand même, ce que vous êtes en train de dire. C'est une manière. C'est-à-dire qu'il faudrait mieux que ce soit les sondages qui décident de celui qui va finalement être élu. Vous dites qu'il y a un malentendu avec les électeurs? C'est-à-dire qu'il y aurait un malentendu des électeurs? Est-ce que, oui ou non, Emmanuel Macron est un président légitime à vos yeux? Attendez, les électeurs pensaient voter pour un nouveau monde, pour des choses qui changent, etc. Ils se retrouvent avec des vieilles mesures politiques que la droite n'avait pas réussi ou osé mettre en œuvre. La suppression de l'ISF, la réforme du Code du travail, la réforme des cheminots, etc. C'est ça qui m'a amené à dire tout à l'heure que c'était un peu du Margaret Thatcher. Avec ce passage en force, on dit de toute façon, on pouvait manifester, tout le monde s'en fiche dans le pays. Ça, c'était du Sarkozy dans le texte. Donc voilà l'ambiance dans laquelle on est. Sachant qu'en plus, au passage, il y a quelques mesures qui n'étaient pas prévues soit dans cette ampleur-là, en deçà ou au-deçà, soit des mesures qui n'étaient pas prévues du tout. Je rappelle que immigration et asile, c'était quand même pas le texte qui était promis au départ, entre fermeté et humanité. Ça aurait pu être 2 textes séparés et c'est devenu un texte surtout complet. Que l'humanité, on cherche un peu quand même. Et je pense qu'il y a des insertions. Il y a aussi des membres de la majorité qui cherchent aussi où est-ce qu'elle se trouve l'humanité dans ce texte. Malheureusement, ils n'ont fait que s'abstenir, ce qui est déjà un beau geste politique. Mais voilà, tout n'est pas si rose dans cette année d'Emmanuel Macron et dans la majorité. Mais Hugo Barnassi, est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron est un président qui a été élu légitimement? Est-ce qu'il est légitime? Il a été élu légitimement. Et est-ce qu'il est légitime? Légalement même, si vous voulez. Il est légitime ou non? Oui, il est légitime. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Attendez, il est tout aussi légitime que les manifestations que nous organisons. Ah mais ça, je suis bien d'accord, le droit de manifestation... C'est pas ce que vous avez dit sur certains plateaux, vous avez eu certains mots à notre égard, à l'égard de notre manifestation, laissant sous-entendre qu'il y avait peu de légitimité à notre action politique. Non, j'ai jamais dit ça. La manifestation... C'est l'occasion de pouvoir rectifier. Alors je vais vous le dire, la manifestation est absolument légitime. C'est bien. Ce qui est problématique, c'est l'ambiguïté que vous entretenez dans le rôle que vous attribuez à la rue. À partir du moment... Aux gens, en général. Non, pas du tout. À l'usage que vous voulez en faire. Manifester, c'est un droit irréductible et nous l'approuvons et évidemment, nous n'avons même pas à le tolérer ou à pas le tolérer. C'est la loi, c'est la Constitution, c'est un droit fondamental. Ouais. La grève aussi, d'ailleurs. Exactement. Ouais. Et là-dessus, il n'y a aucun débat et vous ne trouverez aucun responsable de la majorité qui le conteste. Là où ça devient problématique, c'est quand, dans la bouche d'un certain nombre de vos dirigeants, la rue devient la procédure d'appel du Parlement. Autrement dit, ce que la loi a voté, la rue pourrait le défaire. Alors si je vous écoute avec des modes d'emploi, par exemple, avec des modes d'emploi extrêmement précis, théorisés d'un certain nombre de vos responsables, à commencer par Jean-Luc Mélenchon, qui aller dans la rue, appeler les gens dans la rue, c'est ça le mode d'emploi. Qui explique comment on va faire la révolution et comment on fera en effet de la rue une procédure d'appel du Parlement. Là, ça commence à devenir un problème. Non, mais dans toute démocratie, c'est un des éléments de la démocratie. Vous savez, les manifestations, les grèves, tout ça. La révolution. Sinon, vous voulez pas de démocratie, vous le dites. La révolution dans un cadre démocratique. Vous voulez, on laisse les clés, on s'en va, pas du tout. on vous laisse tranquille. Mais pas du tout. Je viens de vous dire que les manifestations ne me posaient aucun problème. Vous voulez aller plus vite. Aucun problème. Je dis juste qu'il y a constamment une ambiguïté. Alors, on a eu... Là, c'est vous qui faites de l'ambiguïté depuis tout à l'heure. Je comprends pas ce que vous racontez. On a eu le pique-nique samedi. Et là, vous avez de temps en temps, c'est Baden-Powell. Et de temps en temps, c'est Che Guevara. Alors, il faut choisir. Ça, c'est une formule. Bruno Cotresse. On est vraiment au cœur d'un débat extrêmement intéressant. Et extrêmement intéressant. On voit bien qu'il y a différentes conceptions, au fond, de ce qui rend un pouvoir légitime. La science politique, ma discipline universitaire, a consacré déjà des décennies de travaux de recherche sur ce concept de la légitimité. D'où la question, d'ailleurs, il y a quelques instants. J'imagine que si ça se tranchait de manière aussi simple, mes collègues des générations précédentes et ma génération, on aurait tranché ça depuis longtemps. Oui. Et vous continuez à écrire sur le sujet. Il y a différentes conceptions de ce que veut dire en régime démocratique être légitime, et la légitimité, ça ne fait pas consensus. Mais dans le contexte d'Emmanuel Macron... Il y a la légitimité par le soutien populaire. Le soutien populaire lui-même, il y a une pluralité. On pourrait dire soutien populaire le jour du vote, mais on peut dire soutien populaire
Après, dans l'opinion, pour contrer les réformes, il y a les légitimités par les mesures. On pourrait dire que ce qui rend un pouvoir légitime, c'est l'efficacité de ces mesures. Donc on voit qu'il y a différentes conceptions de la légitimité et il faut impérativement, pour avancer sur ces questions, comprendre, numéro un, que personne n'a raison, aucun de vous deux n'a raison sur ce point. Personne n'a raison à 100%. 2, il y a une pluralité d'interprétation et de conception de ce que veut dire la légitimité. Numéro 3, c'est une leçon de modestie de nos codresses. Numéro 3, il faut prendre un peu de recul. À avoir raison, hein. Bien sûr, mais il faut prendre un peu de recul européen. Et ce que doit ce débat à la Ve République, avec son élection à 2 tours, il est bien vrai qu'il y a 2 élections différentes entre le premier tour et le deuxième tour. Yannick Halimi. Il y a la France, pardon. Oui, non, je vais chez cette petite phrase qui est liée d'ailleurs au débat qu'on a ce soir. Quand on remonte dans l'histoire d'Emmanuel Macron, avant qu'il devienne président, il avait donné cette petite phrase quand il présidait cette commission Attali. Oui. Il explique que la sclérose du pays vient des corporatismes, des corps intermédiaires et du système politique. Et je pense qu'il parlait des organisations syndicales, évidemment. Pas seulement. Est-ce que c'est ça, finalement, Emmanuel Macron, dans sa structure, sa philosophie? Alors, écoutez, moi, je ne vais pas parler... Gilles Lejean en parlerait certainement mieux que moi, mais moi, ce que j'ai compris, en tout cas dans la campagne, après, il faut qu'il transforme ce qu'il a voulu. Justement, ce qui revient à la légitimité et à la manière dont il exerce son pouvoir. Oui, mais attendez, il y a la manière dont il exerce son pouvoir, il y a aussi, comme le disait Gilles Lejean, quand même, le temps de mettre en place les réformes, le temps qu'elles portent leurs effets. Mais là où je vous rejoins également, j'essaie de faire aussi pas du en même temps, quelque part, c'est que il faut aussi peut-être redonner, mais c'est peut-être le thème de la réforme institutionnelle, redonner des pouvoirs de proposition. Je ne parle pas de la procédure législative, des pouvoirs de proposition et de contrôle et d'évaluation des politiques publiques, enfin du législatif sur l'exécutif. Et puis peut-être déjà, mais travailler alors on peut être contre, mais ce qu'avait fait par exemple Muriel Pénicaud au moment des ordonnances travail, il y avait eu un vrai travail de concertation en amont, 200 heures, je crois, de travail. Ça veut rien dire, ça. Ça veut dire la chiffre de la concertation, quoi. Attendez, j'ai fait je sais pas combien de réunions, du coup c'est bon, c'est de la concertation. Non, mais Monsieur Bernalicis, peu importe si les enfants sont d'accord ou pas. Monsieur Bernalicis, il n'empêche que les ordonnances travail, malgré la volonté, je me souviens des propos, le coup d'état social dont parlait Jean-Luc Mélenchon qui disait... Mais oui, je parle des ordonnances. Oui, non, mais c'est pour ça que les ordonnances et également la réforme sur le fond de la flexibilité du droit du travail. Monsieur Mélenchon qui disait je m'y opposerai par tous les moyens. Le coup d'état social, il n'empêche que la forte mobilisation sociale, n'a pas eu lieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu, que vous le vouliez, une concertation. Et je termine. Et 2, me semble-t-il, que l'efficacité, l'esprit des réformes qui est si important dans la légitimité de l'action d'un gouvernement quel qu'il soit, c'est que le gouvernement avait très bien fait, c'était peut-être plus simple, mais a fait le lien, on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas dans la pédagogie, les Français avaient bien compris le lien direct qu'ils pouvaient avoir entre la flexibilité du marché du travail et la relance de l'emploi. On y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas pédagogiquement... C'est comme ça que ça avait été bâti. Ce qui n'est pas le cas, ce qui est moins le cas, beaucoup moins le cas, tant dans le terme de concertation que d'explication et de lien avec le chômage sur la fin du statut de la SNCF. Ce n'est pas clair. C'est vrai qu'il y a eu un souci. Parlons de la SNCF et des retraites, puisque ça c'est un sujet qui vous attend, sur lequel vous travaillez. Juste un petit mot chacun. Les syndicats se sont opposés à l'idée qu'on fusionne les caisses de retraite. Est-ce que vous allez jusqu'à mettre à équité fonction publique et secteur privé, puisqu'il y a une différence dans le calcul de la retraite? Est-ce que cette réforme va jusque-là? Et est-ce que vous vous attendez là aussi à des fortes manifestations dans la rue, parce que c'est un sujet là aussi explosif. Les retraites, c'est un exemple de plus. Yannick Halimi en a cité un. Il n'y a pas de grande réforme aujourd'hui qui n'ait donné lieu à des discussions approfondies avec les partenaires sociaux. Mais c'est vrai que discuter avec les partenaires sociaux, ça n'est pas leur donner les cles du camion. Les clés du camion. C'est pas de la cogestion. Non, ça n'est pas de la cogestion. En revanche, les ordonnances sociales n'étaient pas les mêmes à l'arrivée qu'au départ. La réforme de la SNCF qui n'était partie que pour fonctionner par ordonnance est finalement passée par une loi grâce à la concertation. L'assurance chômage que nous allons voter, la réforme de l'assurance chômage que nous allons voter reprend quasi intégralement l'état de la discussion entre le MEDEF et les syndicats de salariés. Donc on ne peut pas dire que la concertation est nulle. Simplement, encore une fois, nous avons des corps intermédiaires à qui nous ne pouvons pas donner les clés du camion parce que c'est nous qui avons été élus et que par ailleurs, il faut avoir l'honnêteté de le dire puisqu'ils nous attaquent, on peut aussi peut-être faire quelques remarques, ils ne sont pas
tous très flambants pour assumer des risques politiques. Et donc, c'est nous qui les prenons, les risques politiques, parce que eux sont plus en opposition. Et je ne parle pas d'Air France. Sur les retraites, Air France, premièrement, c'est l'année prochaine. Augmentation de salaire. La réforme est l'année prochaine. Deuxièmement, la concertation ne fait que commencer. Jean-Paul Delevoye, qui est le commissaire chargé des retraites, commence tout juste à recevoir les syndicats et à leur expliquer le sens de la réforme. C'est très technique. Le sens, c'est très déjà, c'est le curseur qui a changé. Le sens de la réforme. Ma question très courte. Je vais vous dire, est-ce que vous allez jusque-là, c'est-à-dire à l'idée d'harmoniser les retraites du privé et du public? On n'harmonise pas pour faire de la technocratie ou pour pas faire passer tout sous une toise. On harmonise pour une question très simple, un principe que les Français comprendront parfaitement, l'équité. Aujourd'hui, ce qui caractérise les régimes de retraite, c'est qu'il y en a plus de 40. Ça, vous l'avez entendu pendant la campagne. Qu'un retraité sur 2 a cotisé à plus de 4 régimes au minimum et que les écarts de taux de remplacement pour des gens de profil ou de conditions de travail comparables sont énormes et que les Français ne veulent plus de ça. Alors, nous devons, dans les modalités de la réforme, tenir compte de tous les aspects, puisque c'est une réforme de retraite à points, je ne rentre pas dans les détails, faire en sorte que quand on rentrera progressivement dans la réforme, on parte avec un avantage qui tienne compte du passé, d'historique, etc. Mais que, in fine... Je parlais de l'esprit, là, parce que c'est un élément structurant. C'est vous travaillez plus, vous trimez plus, et peut-être que vous aurez quelque chose à la fin. L'esprit, c'est celui de l'équité. Un mot, Jeannie Calini, avant de voir la fête à Macron. Alors, 2 mots. Non, mais 2 mots, parce que cette question des retraites, elle touche la SNCF. Elle a sa propre... La question des retraites, sur la procédure, une de vos premières questions, c'était est-ce que le gouvernement, est-ce que Emmanuel Macron va trop vite? Là, justement, c'est une réforme, vous le disiez, Gilles Legendre, elle devait être lancée beaucoup plus tôt. Absolument. Là, Emmanuel Macron, le gouvernement également, ralenti, prend le temps, a confié, décidément j'ai un problème avec votre micro, a confié les clés à Jean-Paul Delevoye pour établir, prendre son temps, les concertations. Un diagnostic. Parce qu'il sait que c'est une réforme qui ne peut pas se faire d'un claquement. Et celle-là est explosive aussi. Et qui doit effectivement prendre en compte, pour le coup, aussi obsolète ou inadapté soit-il aujourd'hui les appareils syndicaux, qui doit prendre en compte quand même de façon extrêmement marquée ce que peuvent dire des syndicats opposés. Il est la bonne personne pour ça. Et Jean-Paul Delevoye, voilà. Mais juste pour terminer la question qui était la vôtre, la commission Attali, et puis on pourrait parler de Rueff Armand, les corps intermédiaires, le corporatisme, de la loi Macron. Oui, de la loi Macron, vous vous souvenez, sur l'ubérisation de l'économie. Je pense que oui, un des fondements qui peut être pour le coup très idéologique chez Emmanuel Macron, qu'on traite peut-être trop rapidement, il l'est, mais pas seulement, de pragmatique, c'est que pour lui, la France est polluée par justement les corps intermédiaires. Pas seulement par les régimes spéciaux. Des rigidités. Comme la façon dont il fonctionne, plus que par les corps rebelles. C'est les que chaque catégorie de Français a l'impression que l'autre catégorie, que son voisin, est mieux traité de lui. C'est le fonctionnaire, le salarié privé par rapport au fonctionnaire, le fonctionnaire par rapport aux cheminots. Et c'est une société de défiance qui s'est mise en place de l'un vers l'autre. Pas seulement des pauvres vis-à-vis des riches, c'est de moi vis-à-vis de mon neveu, vis-à-vis de mon voisin. Et c'est ce qu'il essaie, quand vous parlez d'équité, c'est ce qu'il essaie de faire sauter. Un mot, Bruno Cotresse, et un sujet qui vous concerne directement. Vous êtes d'accord? Parce que c'est le socle social. C'est le cœur du macronisme. Gilles Legendre, c'est le cœur du réacteur, ça. L'a exprimé en termes extrêmement synthétiques. Effectivement, c'est le cœur du réacteur nucléaire du macronisme, c'est de redéfinir aux yeux des Français qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est égal. C'est vraiment ça, le macronisme, c'est de proposer aux Français une nouvelle redéfinition de ces deux termes qui sont pourtant au creuset du modèle politique français. Le fameux modèle social français. Plusieurs siècles. Et l'idée d'Emmanuel il y Macron touche étant que le modèle qui a fait ses preuves dans les 30 Glorieuses est arrivé à bout de souffle et qu'il ne faut pas seulement le retoucher, qu'il faut le révolutionner. Hugo Bernalici, juste un petit mot, parce que c'est votre combat. Vous parlez de coaguler, moi je parlais de faire converger les luttes. C'est aussi ce qu'on entend. On touche au modèle social français, on touche finalement à nos piliers. Comment vous réagissez?
il faut bien comprendre comment ça se passe une lutte sociale, comment on mobilise, comment on fait des manifestations. Parce que la SNCF, vous la considérez comme une lutte sociale pour l'intérêt général ou c'est une défense d'intérêt particulier? C'est vraiment une histoire d'intérêt général. Et en plus, les syndicalistes ont pris à cœur dès le départ d'en faire un objet d'intérêt général et pas de s'arc-bouter sur uniquement le statut. Et ils l'ont fait en long, en large et en travers. J'en tiens pour preuve notamment le document de la CGT qui est exemplaire d'une 50aine de pages sur un contre-projet pour la SNCF. Alors oui, dans le projet d'Emmanuel Macron, il y avait réformer la SNCF. Oui. Mais les mobilités. Aussi, non, mais la CGT aussi veut réformer la SNCF. Pas de problème. Tout le monde a des projets. Donc arrêtons de caricaturer les choses comme s'il y en avait qui avaient des projets et d'autres qui avaient que de la contestation à faire valoir. Non, il y a plein de belles idées dans le pays. Par contre, il y a des oppositions politiques. Pourquoi il n'y a pas eu une manifestation large sur les ordonnances travail? Je vais vous dire pourquoi. Ça n'a pas pris, comme on dit. Mais oui, mais parce qu'on sortait du... a gagné le point, avait dit Mélenchon. Oui. Et va-t-il gagner dans ce conflit avec la SNCF? J'espère pas. On travaille. La mobilisation a baissé encore ce soir. Pourquoi donc? Parce que on sort, faut se placer dans le temps long aussi. L'histoire syndicale, c'est pas juste depuis l'élection d'Emmanuel Macron. On sortait d'un conflit assez compliqué sur la loi El Khomri qui avait les mêmes ferments que les ordonnances travail, qui ont déjà posé des jalons sur le terrain et sur le plan des idées. D'ailleurs, je rappelle que les ordonnances travail n'ont pas convaincu dans les sondages d'opinion. Est-ce qu'il fallait la faire ou pas la faire? C'était au mieux les plus favorables du 50-50. Hein, donc on va pas fanfaronner sur est-ce qu'il fallait la faire ou je sais pas quoi. Donc on est au début de ce quinquennat. Les gens c'est compliqué de mobiliser au tout début d'un quinquennat parce qu'effectivement il y a un effet de légitimité. On est au un an. Élu, bénéfice du doute, etc. C'est plus compliqué de mobiliser que de réformer. Hein. Non, mais attends, donc on est à un an. Rien. Vous dites quoi ce soir sur la SNCF? Mettez des milliards sur la table, rachetez la dette de la SNCF, dites que vous gardez le statut des cheminots, dites que vous rouvrez des guichets et vous verrez il n'y aura pas de grève. Avec quel argent on fait ça? Avec le vôtre. Mais lequel? Mais non, pas avec le vote. Pas celui de Gilles Legendre. Non, mais j'ai bien compris. Mais alors, lequel? Vous voulez qu'on fasse la petite liste? On augmente encore la dette? Alors, le contribuable a été évoqué par le Premier ministre ce soir. Je suis pas trop pour augmenter la dette. En tout cas, dans ce domaine-là, là maintenant tout de suite, je suis pour augmenter la dette en général, mais pas pour l'ISF, 3,5 milliards. La flat tax, allez, 1,5 milliard. Voilà déjà 5 milliards. Avec 5 milliards, on peut faire déjà des belles choses. Et on continue à tuer la machine à emploi. Ah non, mais vous avez 60 à 80 milliards d'évasion fiscale. Dissuader les investisseurs. 60 à 80 milliards d'évasion fiscale. Ça, je vous fais il n'y a plus d'urgence là. Ah, mais attendez, bien sûr que si. Ah non, ça prend du temps, il y a la concertation européenne. Attendez, on a un projet de loi contre la fraude fiscale. Ah bon? Il arrive. Vous le savez, ça? Ah oui, le projet de loi cosmétique. Il est d'ailleurs discuté dans un certain consensus, y compris avec vos collègues au sein de la Commission des Finances. Alors regardez, je suis pas sûr qu'il y ait un certain consensus avec mes collègues dans la Commission des Finances. Écoutez, je suis même sûr du contraire. Allez vous demander à Éric Coquerel. Je lui demandais d'ailleurs. Mais regardez votre sujet parce que vous n'allez pas être dépaysé. Vous n'y étiez sûrement pas dans ces rues de Paris entre Opéra et Bastille. Mais quand savez-vous? Peut-être étiez-vous là. Voilà, incognito, peut-être. Vous êtes un député de Paris. Regardez ce sujet qui a été réalisé par Elsa Mondingava et Rabika, justement la fête à Macron. Alors c'était une fête festive avec quelques inquiétudes parce qu'il y avait cette peur des Black Blocs. Les choses se sont bien passées, les chiffres sont variables de 40 000 à 160 000 selon les organisateurs, avec un chiffre de 100 000 selon la police. Tout ça est très très variable, sous le soleil, avec cette volonté de faire non pas converger comme je l'avais écrit, mais coaguler les luttes. Regardez ce sujet. L'ambiance se voulait festive et bon enfant. Opération réussie pour la France insoumise qui craignait des débordements 4 jours après les violents rassemblements du 1er mai. Et François Ruffin, l'organisateur de l'événement, a réussi son pari, réunir les forces de gauche contre la politique d'Emmanuel Macron. On a une politique qui est à fond en faveur de l'argent et contre les gens. Et évidemment, cette mobilisation, elle a quel sens? Elle a le sens de venir dire que les gens ne sont pas d'accord avec ça. Et que quand on a face à nous la force de l'argent, il faut qu'on ait pour nous la force des gens. On en a marre qu'ils cassent nos services publics, qu'ils détériorent la vie du grand nombre, qu'ils creusent les inégalités sociales et territoriales. On en a ras-le-bol. Et donc on le dit avec beaucoup de colère, mais aussi avec beaucoup de... je ne sais pas comment on peut dire, mais il y a de la joie dans cette manifestation. Et cette joie, je pense qu'elle dit notre envie de construire un autre chemin. Parmi les manifestants, des retraités, des cheminots ou encore des fonctionnaires, certains y voient un début de convergence des luttes. La plupart sont là pour différentes raisons. Il y a la CGT, les cheminots, il y a la CSG, on proteste. On veut exprimer le fait qu'on n'est pas content de la politique qu'on nous propose actuellement. C'est-à-dire de tout donner, de faire le choix de tout donner aux riches et de prendre aux pauvres.
Jean-Luc Mélenchon, qui se veut le principal opposant à Emmanuel Macron, appelle à une marée humaine le 26 mai. Pour la première fois depuis le début du quinquennat, un appel unitaire à la mobilisation regroupant syndicats, associations et partis politiques a été lancé. Gilles Legendre, c'est pas pour remettre de l'huile sur le feu, vous faire réagir aux manifestations, mais parodier le président de la République comme le diable, comme Jupiter, comme ça vous choque, cette façon. C'est pas le diable, c'est Dracula. Dracula, pardon. Oh là là. La question n'est pas exactement la même. C'est vrai. Dracula, c'est assoiffé de sang et d'argent. Je ne trouve pas que ça soit du meilleur goût, et en même temps, il y a une tradition française de la caricature, de l'excès. Bon, moi, ça me fait pas plaisir, compte tenu des liens que j'ai avec le président de la République, mais je ne vois pas au nom de quoi je pourrais m'insurger contre ça. C'est pas ça le sujet, si vous voulez. C'était pas ce que vous racontiez, vous et vos amis, sur les plateaux les 2-3 jours qui précédaient. Parce que j'y suis allé sur les plateaux. Si ce que je viens de vous dire vous plaît, pourquoi me critiquer ? Je croyais qu'on allait lancer des poireaux, du persil. Je vous ai dit très clairement, ça ne me fait pas plaisir. Je pense que c'est pas ça le sujet central. D'ailleurs, c'est quoi le sujet central ? Le sujet central, c'est que d'abord, cette manifestation s'est bien passée, alors qu'on avait tous la crainte du contraire. Et au mérite des organisateurs et des forces de l'ordre. Donc ça, déjà, bonne nouvelle. Donc les Black Blocs sont pas venus à la manif de la France Insoumise. Heureusement. D'accord. Qu'est-ce qu'elle explique ? Qu'est-ce qu'elle indique, cette manifestation ? Évidemment, un ras-le-bol, une contestation. Mais elle explique aussi que c'est la colère. La France Insoumise... Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule, parce qu'à l'autre bout du peurs, la France Insoumise, elle a besoin de ses peurs. Elle a besoin de ses oppositions. C'est là-dessus qu'elle fait grossir sa flotte. Nous, on a une stratégie différente, c'est d'essayer de la faire retomber, cette colère. Et on la fait retomber par des réformes, par des mesures dont nous ne sous-estimons pas que dans un premier temps, elles provoquent des troubles, des difficultés. Mais attendez, on a déshabitué notre cher pays, notre chère France, à la réforme pendant 30 ans. Précisément. C'est pas un mot populaire, le mot réforme. Alors, peu importe. Précisément parce qu'à chaque fois qu'un gouvernement prenait une décision un peu courageuse, ce type de Qu'est-ce que vous appelez un peu courageuse ? C'est contre l'intérêt de la masse des gens, un peu courageuse. Non, j'essaie de traduire parce que sinon on comprend. Impopulaire. Donc contre ce la type volonté de manifestation aboutissait 9 fois sur 10 à faire revenir sur cette décision. C'est ça que les Français ne veulent plus. Les mêmes d'ailleurs. Continuez votre route malgré ces caricatures du président. Alors malgré les caricatures du président, bien sûr, je pense qu'il est le premier à en sourire. Mais la deuxième chose, nous ne continuons pas sourds. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, 7 mai, le Premier ministre a reçu la totalité des syndicats sur la réforme SNCF. Il a indiqué très clairement que pendant la première phase, nous avions tenu compte de leurs mesures, que nous allions encore pouvoir en tenir compte avant le vote du Sénat. Un tout petit peu. Et que pour autant, les syndicats sortent en disant peu importe, il nous a dit qu'il y avait des ouvertures, c'est pas grave, on continue la grève. Quand on est dans ce schéma-là, quelle est l'autre option pour un gouvernement que de tenir bon ? Je vous le demande. Juste quelques mots, parce que nos experts veulent s'exprimer. Coalition, coagulation, convergence des luttes, est-ce que vous y croyez ? C'est quoi ? C'est un argument marketing en disant je vais associer les revendications des salariés d'Air France qui veulent augmenter le salaire, ceux qui défendent les statuts, la difficulté de travail dans les EHPAD. Est-ce que tout ça, c'est possible de faire converger ces mouvements qui sont finalement très différents les uns des autres ? Ils sont différents, mais en fait, ils ont beaucoup de points communs en réalité quand on regarde bien. La politique libérale d'austérité budgétaire, elle a des points communs et ça se concrétise dans différents secteurs. Et puis le point commun, c'est Emmanuel Macron et sa politique qui conduit. Donc c'est déjà un bon. Les déficits ne baissent pas aussi vite qu'on l'imaginait. Non, parce que c'est pas aussi libéral que ça. Et je peux peut-être vous donner un petit exemple. On va supprimer finalement 100% de la taxe d'habitation. J'ai lu ça dans la presse il y a peu de temps, alors que ça devait être 80, ça c'était pas dans le programme, mais c'est pas grave. Et que la tranche supérieure, c'est 8 milliards d'euros qu'on va perdre et qu'on va compenser par une augmentation peut-être la taxe foncière qui va ramener 3 milliards. Manque 5. Ah ben voilà, on a créé 5 milliards de dettes. Vous êtes mieux informé que le ministre des Finances. Non, c'est un entretien du ministre des Finances, mais c'est lui qui cite ces chiffres-là dedans. Non. Sur le montant de la baisse, sur la façon de la compenser. Issu d'un rapport. C'est une hypothèse. Non, il dit 3 milliards pour la compenser et après c'est des suppressions de postes de fonctionnaires. On fait pas une politique avec des hypothèses. Je veux juste terminer là-dessus. Je suis désolé. Je sais, mais je veux juste terminer là-dessus sur la question de la concertation. Vous y revenez. Mais oui, parce que s'il y avait tellement de concertation, pourquoi tous ces gens continueraient à faire les têtes de mule et à vouloir descendre dans la rue ? Franchement. Pourquoi il y a une opposition politique ? Non, parce que ce n'est pas de la concertation. Et j'en veux pour preuve ce qui se passe avec les chantiers de la justice. Parce que souvent, il y a des secteurs d'activité où on les voit, ils ont l'habitude de manifester, de bloquer le pays, alors gréviculture, blablabla, etc. Bon, les chantiers de la justice, les magistrats, les avocats, les greffiers, comment ça se fait qu'ils étaient tous dans la rue en même temps début avril ?
Tous. Mais en intersyndical. Ça, c'est les corporatismes dont parlait Emmanuel Macron. Non, excusez-moi, je veux pas... Alors même qu'il y a eu 72 réunions de concertation, tenez-vous bien. C'est la réforme des tribunaux. Effectivement. Non, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Parce qu'il y a des syndicats qui, auparavant, avec les précédents gouvernements, signaient les protocoles d'accord. On passe d'un sujet à un autre. Non, c'est le même sujet. On parle de corporatisme. Est-ce que ces corps de métier ne font pas partie de corps de métier? Non mais attendez, on nous a bassiné avec la société civile qui est arrivée à l'Assemblée nationale, justement, en disant la société civile, les corps intermédiaires, des gens qui sont dans la vraie vie, arrivent à l'Assemblée nationale et ça va être ça, le nouveau monde. Mais non, la société civile, elle dit à chaque fois sur immigration et asile, sur chantier de la justice, sur antiterrorisme, sur tous les sujets, la société civile, elle dit nous ne voulons pas de vos mesures. Il vous reste 3 minutes. 3 minutes pour les deux. Alors moi, je voudrais dire, Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, tente de refaire le premier tour, c'est-à-dire de effectivement. Non, on continue de faire de la politique. Oui, on tente rien du tout. Ça n'empêche. On continue. Non, mais le premier tour de la politique. On va aller se coucher après le premier tour de la présidentielle. Mais non, je suis bien d'accord avec vous. Mais je veux dire qu'il veut nationaliser, politiser ce qui pourrait être qu'une, entre guillemets, bien sûr, qu'une crise sociale. C'est pour ça que on le suit. C'est débouché politique positif. Oui, mais pour le moment, on verra ce qui va se passer à la fin du mois de mai. Pour le moment, on connaît un peu les difficultés qu'avait à s'entendre Jean-Luc Mélenchon, leader politique qui s'adresse au peuple, et Philippe Martinez, leader syndical, qui lui s'adresse plutôt à la classe ouvrière et aux côtés. C'est pour ça qu'on a fait la fête à Macron et que le 26 mai, on sera probablement tous ensemble. Deuxièmement, jusqu'à présent, on verra. Jusqu'à présent, le gouvernement, me semble-t-il, avait essayé d'éviter cette convergence des luttes au-delà des aspects objectifs. Quelle différence il y a ou quel point commun y a-t-il entre Air France et la SNCF? C'était ma question. En faisant traiter ministère par ministère, c'est-à-dire en tentant de résoudre les conflits et d'apporter des solutions, secteur par secteur, en confiant le dossier à Madame Belloubet, en confiant le dossier à Madame Borne et en confiant le dossier à Madame Vidal pour les universités ou à Monsieur Blanquer. Pour le moment, ça réussit. Et troisièmement, je dirais quand même attention, parce que contrairement à ce qu'on pense, ce qui se passe à Air France jusqu'au référendum, on pouvait penser que c'était extrêmement catégoriel et plutôt corporatiste. Démissionne. Non, c'est pas tellement. Oui, pardonnez-moi. C'est plutôt le référendum dont on s'attendait, donc qui était ouvert à tout le monde, à toutes les catégories. Le référendum dont on disait qu'il allait être rejeté, c'est ça. On sait plutôt dans quel sens. Révocatoire du coup. Voilà. Il reste plus que 30 en fait, il a eu ce référendum l'assentiment de tous les corps. Absolument. Et là, et des cadres. Y compris les cadres, bien sûr, mais y compris les employés. Et là, je dis attention. C'est le dialogue social de la boîte. C'est le dialogue social qui est visé. Oui, mais attention, ça veut dire qu'il y a des colères cachées, des colères cachées. On va rigoler. Des colères cachées derrière une qui conclusion peuvent apparaître comme des colères catégorielles. Très court, s'il vous plaît, Bruno. Très rapidement et très court, deux points pour moi. Le premier point, je pense que le discours sur « on n'a rien fait en France » jusqu'à présent, bien évidemment, empiriquement, ne tient pas. Il y a 15 ans, mes collègues de Sciences Po ont publié un livre qui s'appelait « La France en mutation », intégralement dédié à montrer que la France avait évolué considérablement, et sous l'effet d'ailleurs de différentes majorités politiques. Et le deuxième point, très vite. Rarement sous l'influence du politique. Deuxième point, nous sommes heureusement dans une démocratie formidablement vivante. À peine Emmanuel Macron a-t-il été élu. Un an après, il y a beaucoup de contestations. Tout ça prouve une démocratie finalement assez vivante. Merci à vous quatre. On reviendra parler des retraites, qui est un sujet éminemment important, puis des réformes qui nous attendent ici à l'Assemblée. Merci à Gilles Legendre, député de La République En Marche de Paris, vice-président du groupe et porte-parole de La République En Marche. Merci à Bruno Cotresse, Cevipof, Sciences Po et CNRS. Merci à Yannick Halimi, rédactrice en chef au Parisien aujourd'hui en France. Et merci à Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord. Demain, commémoration du 8 mai, c'est férié. On se retrouve mercredi. On parlera d'Europe, puisqu'on parlait d'Emmanuel Macron. Il sera récompensé à Aix-la-Chapelle jeudi. On s'intéressera justement à l'action d'Emmanuel Macron au sein de l'Europe. Bonne soirée à tous et puis